Facebook Live sur la méthode des alphas. Donc, ce Facebook Live est organisé par les éditions Récréalis, éditeurs de la méthode. Et c'est un Facebook Live un petit peu spécial aujourd'hui, puisqu'on a le plaisir d'accueillir Claude Huguenin, conceptrice et co-autrice de la méthode des alphas. Donc, aujourd'hui, elle va nous parler un petit peu de la méthode, vous donner quelques conseils pour utiliser les alphas à la maison. Le Facebook Live va se présenter de la façon différente. En fait, ça va être sous forme d'interview. On a préparé un certain nombre de questions, les questions que vous vous posez le plus souvent concernant l'utilisation de la méthode. Il y a peut-être des choses qui vous interpellent. Eh bien, on va démarrer. Bonjour Claude. Bonjour Caroline. Merci beaucoup de nous recevoir. Merci à vous d'être là et puis je remercie tous ceux qui vont nous écouter. On espère qu'on répondra au mieux aux questions que vous pouvez vous poser. La première question, je pense, avant de parler des alphas, ça serait de pouvoir nous expliquer pourquoi il est difficile d'apprendre à lire. Oui, c'est une très bonne question. La première chose que je vais peut-être dire, les enfants ont déjà en fait fait d'autres apprentissages, celui de la marche, celui du langage oral. Et il faut préciser que ce type d'apprentissage-là est génétiquement programmé, c'est-à-dire que les enfants qui vont apprendre à marcher, qui vont apprendre à parler, il n'y a pas un apprentissage déterminé. L'enfant, il apprend quelque part par mimétisme, il va apprendre à parler parce qu'on lui parle et que petit à petit, c'est génétiquement programmé. Mais quelque part, voilà, je précisais ça parce que pour bien amener le fait que l'apprentissage de la lecture est quant à lui un apprentissage qui n'est absolument pas génétiquement programmé et qui va pour la première fois de la vie des enfants confronter les enfants à des notions très abstraites. Parce qu'il faut savoir que pour apprendre à lire dans un système alphabétique, il faudra que les enfants comprennent d'abord comment le langage est, notre langage oral est constitué. C'est-à-dire que notre langage oral est constitué de petites unités sonores qu'on appelle les phonèmes. Je vais bien dire peut-être son pour ceux pour qui le mot est un peu barbare. D'accord, on va simplifier avec son. Voilà, et les enfants vont également être confrontés à quelque chose d'autre qui est très abstrait, ce sont les lettres. Or, pour apprendre à lire, il faudra impérativement que les enfants comprennent que les mots sont articulés en fait avec des sons, hein, ce dont on n'est absolument pas conscient quand on parle, c'est-à-dire que quand on parle, on n'a pas du tout conscience qu'on utilise ces phonèmes, donc les sons, et on peut très bien parler sans jamais avoir été conscient qu'on utilisait des sons, par exemple, si on prononce le mot fil, de savoir que le mot fil comporte les trois phonèmes du il, quand je le prononce, je n'en ai pas conscience. La première difficulté auquel les enfants vont être confrontés au moment de l'apprentissage de la lecture, c'est le fait que justement, les mots sont constitués de ces petits phonèmes et tôt ou tard, ils devront prendre conscience de l'existence de ces sons à l'intérieur du langage oral. La deuxième difficulté, c'est que, comme on le sait, dans un système alphabétique, nos lettres vont représenter ces sons du langage oral. Or, les lettres, bien sûr, pour nous, ça paraît tout à fait simple. Et pourtant, si on réfléchit une petite seconde et qu'on examine les lettres, par exemple, si je prends un O, que je mets une petite barre à droite, ça va devenir un A. Si je prolonge la petite barre à droite vers le haut, ça va devenir un D. Si je la prolongeais vers le bas, ça va devenir un Q. Si je la mettais à gauche plutôt qu'à droite, ça deviendrait un P, et ainsi de suite. Donc, on va réaliser, quelque part, si vous vous amusez à la maison à faire ce petit exercice, vous écrivez un O, vous mettez un O, vous ajoutez une barre, vous faites cet exercice et vous allez constater que seule une toute petite différence permet de distinguer les lettres, mais il ne faut pas oublier que les enfants, au moment de l'apprentissage de la lecture, ont entre 5 et 6 ans et qu'ils n'ont pas de capacité d'abstraction.
D'accord. Lorsqu'on se penche un petit peu sur la méthode, qu'on regarde un petit peu tous les articles que vous avez publiés, vous nous expliquez que la conscience phonémique est une compétence importante à mettre en place pour apprendre à lire. Est-ce que vous pouvez nous rappeler, nous expliquer ce qu'est la conscience phonémique? Oui. Alors, comme je disais, les enfants vont devoir prendre conscience que quelque part, les symboles que représente notre système d'écriture, donc les lettres qui représentent notre système d'écriture, représentent en fait justement ces sons du langage oral. Or, quand les enfants arrivent à l'école, il y a une chose généralement qu'ils maîtrisent, c'est que les enfants, vers l'âge de 5 ans, parlent généralement bien, s'expriment bien, ont acquis le langage oral. Ça ne veut pas dire qu'ils connaissent encore tous les mots de la langue française, mais ils ont un langage oral qui leur permet de comprendre ce qu'on leur dit dans la vie quotidienne, qui leur permet de s'exprimer et d'exprimer leurs besoins. Donc, ils parlent dans l'ensemble bien, ils ont ce qu'on appelle un bon bagage lexical. Ça, c'est le premier acquis qu'un enfant doit avoir. Et ensuite, par rapport à l'apprentissage de la lecture, il faudra que les enfants comprennent que l'écrit va permettre de représenter ce langage oral, c'est-à-dire va permettre, grâce quelque part à des symboles, de représenter en fait la parole. Donc, l'enfant qui arrive avec son bagage, donc le langage oral, il devra comprendre à quoi servent nos lettres. Et pour ça, pour qu'ils comprennent vraiment le principe alphabétique, notre principe alphabétique, il faudra d'abord qu'ils comprennent que quand je prononce un mot, si je prononce le mot mur, ben que quand je prononce ce mot constitué de 3 sons, il y a le mot dans mur, qui évidemment nous paraît simpliste pour un adulte, mais qui ne l'est pas du tout pour un enfant. Alors, la conscience phonémique, ce sera justement pour l'enfant progressivement d'être capable, à partir d'un mot prononcé, de retrouver de manière chronologique les sons qui constituent ce mot. Donc, la conscience phonémique, c'est la capacité à décomposer un mot en une suite de petites unités linguistiques qu'on appelle les phonèmes, donc les sons. D'accord. Voilà. Je pense que cette notion est très importante puisque c'est une compétence clé qui est reconnue par le milieu scientifique pour pouvoir entrer correctement dans la lecture et c'est la compétence pour laquelle les alphas vont considérablement aider les enfants. C'est ça, c'est cette compétence-là en fait qu'elle va développer au niveau de la première étape, développer cette conscience phonémique. Exactement. D'accord. Alors maintenant, on va entrer un petit peu dans le vif du sujet, si vous voulez bien. On va parler des alphas, de la méthode, de votre méthode. La première question, moi, que je me suis posée depuis que je travaillais avec vous, c'est qu'est-ce que les alphas apportent pour apprendre à lire par rapport à, on va dire, une méthode classique qu'on appelle méthode syllabique. Les lettres sont quelque chose de très abstrait. Et quelque part, le jour où j'ai eu l'idée de personnage, c'est parce que j'étais avec un enfant confronté au fait que l'enfant, les lettres, il n'y avait rien à faire, que je pouvais faire X activités ou exercices que l'enfant n'entrait absolument pas, que la semaine d'après, je pouvais reprendre les mêmes activités pour lui. Ça ne lui parlait absolument pas. Et c'est là que j'ai eu l'idée, en fait, du personnage. Donc, l'idée, au départ, le tout premier personnage qui m'est venu, c'était effectivement la fusée, donc pour représenter le F. Alors, qu'est-ce que les personnages vont pouvoir amener? Ça va permettre d'apporter d'abord un outil concret que les enfants vont pouvoir manipuler et d'avoir une représentation beaucoup plus concrète quelque part des lettres d'une part et au travers des lettres, bien sûr, de représentation des sons. Beaucoup plus concrète. Très bien. Alors, il y a une autre question naturellement qui en découle. Pourquoi parler d'alpha et pas de lettres? Parce que ça, vous insistez beaucoup sur le fait qu'une fois qu'on rentre dans la méthode, il faut abandonner la lettre et ne parler que d'alpha. Oui, alors c'est effectivement une question très logique. C'est pourquoi effectivement parler, prendre le nom d'un personnage,
je fais une toute petite parenthèse pour ceux qui ne connaissent pas les alphas. Donc voilà, je vais vous montrer la fameuse fusée. La toute première qui avait été faite n'était pas aussi jolie, bien sûr. Voilà, je vous montre un petit personnage. Donc, je fais, pour ceux qui ne connaîtraient pas beaucoup, il faut peut-être savoir quand même que les personnages qui vont représenter les lettres pour les voyelles, ce sont des messieurs et des dames. Pour exemple, Monsieur O est un personnage tout rond qui adore faire des bulles bien rondes en poussant des ouh admiratifs. Et pour les consonnes, ce sont quelque part soit des objets, soit des animaux, soit des personnages imaginaires. Et par rapport à ça, le nom de ces personnages commence toujours par la lettre qu'ils représentent. Par exemple, pour la fusée, elle représente la lettre F, bien sûr. Donc, et c'est la fusée. Alors, ça permet, maintenant, si je reviens à ça, pour apprendre à lire, bien sûr, si j'utilise par exemple le nom des lettres, on a un souci auquel j'ai souvent été confrontée, c'est que le nom des lettres, pour apprendre à lire, peut être source de blocage. Parce que, comme vous le savez, F et A forment la syllabe FA et non pas FA. Ça ne forme pas FA. Si vous prenez bien sûr B et A, forment la syllabe BA et pas BA. Donc, le nom des lettres peut poser problème au moment de l'apprentissage aux enfants. Et ça, c'est une source souvent de blocage sur lesquels j'ai souvent dû travailler. Maintenant, on pourrait se dire pourquoi s'encombrer du nom d'un personnage. Oui, si vous prenez par exemple le F, je vais prendre le robinet qui représente la lettre R. Donc, comme vous le constatez, robinet commence bien sûr par la même lettre que la lettre qu'il représente et par le même son. Alors, bien sûr, si je prends la lettre R, on pourrait se dire oui, mais on pourrait partir avec les enfants en lui faisant apprendre que, voilà, on l'appelait le R. Alors, bien sûr que la lettre R représente le phonème ou le son R. Mais pourquoi cette lettre représenterait R et qu'elle ne représenterait pas un autre son? Il n'y a pas de raison logique. C'est totalement arbitraire. Donc, ça veut dire que l'enfant doit d'abord mémoriser une forme et ensuite lui associer un son spécifique. Et pourquoi son et pas un autre? Ah oui, alors que là, il n'y a plus du tout d'ambiguïté avec les alphas. Non, parce qu'effectivement, dès que les enfants ont développé cette fameuse conscience phonémique, c'est-à-dire que les enfants ont mémorisé d'abord le nom des personnages, ce qu'ils vont faire très facilement grâce au fait que les alphas sont les héros d'un conte fantastique. Donc, les enfants vont naturellement mémoriser le nom d'un grand nombre de personnages pratiquement en même temps, alors que pour mémoriser la forme et lui associer le bon son avec O tout en même temps, c'est presque pas possible. Là, les enfants vont très rapidement, à partir du nom du personnage, être capables de retrouver leur son de manière autonome. Et il peut retrouver de manière autonome, en fait, le son que le personnage représentant la lettre ou la combinaison de lettres représente. Donc, ça permet aux enfants d'avoir un outil qui leur permet d'être autonomes et indépendants. Très bien. Alors, si je reprends quand même cette question-là, si j'approfondis un petit peu, est-ce que c'est quand même pas une complication que de passer par le nom du personnage plutôt que de relier directement la lettre au son? Parce que je présume qu'une fois que cette conscience phonémique est en place, étant donné qu'on n'est pas avec les alphas, il va falloir introduire les lettres. Donc, est-ce que ce n'est pas une étape complémentaire qui peut compliquer? Alors, si, justement, dans ce souci-là, d'éviter de parler du nom du personnage, les enfants
on proposait aux enfants, plutôt que de leur donner un nom, de l'appeler chat, parce que bon, si les enfants regardent cette image, c'est dommage que je n'ai pas un enfant sous la main. Je lui demanderais, à ton avis, quel animal ça pourrait représenter. Je ne pense pas qu'il y a beaucoup d'enfants qui me répondraient autre chose qu'un chat. Si je leur montre ce personnage, je doute qu'un enfant me dise que c'est un arbre. Toutes les expériences, en tout cas, que j'ai faites avec des enfants qui ne connaissaient pas forcément les alphas, ils me répondaient c'est un serpent. Alors, par rapport à votre question, je reviens là-dessus. Si, à partir de maintenant, je me disais, ben non, on va arrêter avec ce nom. On va les appeler on va l'appeler le. Ben, pour les enfants, d'abord, ils risqueraient de faire des confusions. Derrière, ben, ça n'aurait plus aucune raison logique. Et il ne faut pas oublier la chose essentielle. La force, quelque part, de la méthode réside dans le fait que ces personnages sont les héros d'un conte fantastique. Donc, au-delà, effectivement, du fait que ce sont des personnages, les enfants vont s'y attacher parce qu'ils sont captivés par le conte et que, bien sûr, si vous regardez ça, et que je vous dis que c'est le vent, vous allez me dire bah, pourquoi le vent aurait cette forme. Effectivement, il n'y a aucune raison logique pour que le vent ait cette forme. Mais dans la mesure où c'est un personnage qui va vivre dans un conte avec lequel les enfants vont nouer, alors là j'insiste, des relations affectives, parce que ce sont de vrais personnages qui vont pouvoir les manipuler, qui vont s'amuser. J'ai eu beaucoup de doutes parce que je me suis posé les mêmes questions. Si les enfants ne lâchent pas les personnages, qu'est-ce qui va se passer? Parce qu'évidemment, on ne va pas apprendre à lire avec des personnages. Et au départ, j'étais même un petit peu inquiète de voir que pour les enfants, ils appelaient le robinet et qu'ils y tenaient énormément. Je me souviens toujours d'une petite fille à laquelle j'avais appris à lire. Donc, je crois que elle était en grande section. Et je l'ai rencontrée 2 ou 3 ans après. Elle devait être en fin de CE2, si mes souvenirs sont bons. Et quand je l'ai rencontrée, elle m'a dit, bah, tu sais, maintenant, moi, je lis très bien, je lis des meilleures de classe, très fière. Et là-dessus, j'avais en fait mes clés à la main et j'avais sur mes clés le porte-clés avec le robinet. Et elle me dit, ah, tu as le R. Très fière pour bien montrer qu'elle connaissait très bien son nom de lettre. Ça illustrait bien le fait que, oui, quand ils savent lire, ils ne vont plus utiliser le nom des personnages. Dès que les enfants se seront appropriés quelque part tout ce dont ils ont besoin, qu'ils seront entrés dans la lecture, le nom des personnages, ils vont l'abandonner, il n'y a aucun souci. Par contre, ça montrait à quel point, pour elle, il y avait encore une image mentale qui était là et que ça restait un personnage avec lequel elle avait appris à lire. D'accord. Bon, merci pour cette petite anecdote. Alors, vous nous avez parlé de pas mal d'enfants que vous avez accompagnés pendant, je crois, plus de 20 ans, c'est ça? Oui. Ces enfants-là, ils avaient peut-être des difficultés pour entrer dans la lecture. Est-ce que ça veut dire que cette méthode est plutôt réservée à des enfants qui auraient des difficultés ou est-ce qu'elle peut s'adresser à tout type d'enfants? Là, c'est une très très bonne question. J'ai pris en charge des enfants, c'est mon métier. Par rapport à ça, ce que j'ai constaté et qui m'a souvent beaucoup questionnée, c'est que j'étais amenée à avoir des enfants tout à coup. On m'avait décrit ces enfants comme étant, ils n'étaient pas du tout entrés, c'était une catastrophe, ils ne sauraient presque jamais lire. Donc, j'ai eu des enfants qu'on m'envoyait souvent en CP, j'en ai eu énormément. C'était souvent début janvier, février, que j'avais un nombre d'appels effrayant de parents complètement démunis qui ne savaient plus que faire avec leurs enfants, qui n'étaient pas entrés dans la lecture, qui avaient été convoqués par les enseignants leur disant que leur enfant avait des problèmes et tout. Donc, ils me faisaient un tableau très noir. J'étais un peu inquiète avant de les prendre. Et comme je ne veux jamais savoir, en fait, à quel enfant j'aurais affaire, je me pris mon opinion moi-même. Quand j'avais les enfants, pour la majorité des cas, c'était des enfants qui, pour moi, n'avaient aucun trouble particulier.
difficultés, Ouais. n'avaient aucun retard, n'avaient jamais eu de problème de langage oral, n'avaient aucune problématique, des enfants normalement intelligents et en fait simplement des enfants qui n'avaient pas pris le train, c'est-à-dire qui n'avaient pas compris le principe alphabétique au début de l'apprentissage, donc au début du CP, comme il faut impérativement qu'ils comprennent le principe alphabétique et que naturellement, ils étaient en difficulté. Au départ, c'est vrai que pour moi, je l'avais un peu conçu comme un outil pour les enfants que je prenais en charge, pour pouvoir les repêcher de manière facile et aisée. Et ce que j'ai en fait constaté, c'est que ces enfants qui se retrouvaient en difficulté, moi, j'étais très étonnée de les trouver en difficulté, alors que c'est des enfants, on aurait dit à l'âge de 4-5 ans, on aurait dit, mais cet enfant, il n'aura jamais de difficulté, il parlait tellement bien, ils étaient tellement éveillés qu'ils n'auraient pas dû en avoir. Donc la première chose, c'est que ça m'a permis aussi d'avoir une réflexion, puis de me dire que comme on ne saura jamais quel enfant va se bloquer par rapport à la manière dont on va introduire un apprentissage, pourquoi ne pas prévenir vers l'âge de 5 ans et quelque part leur donner le déclic. Alors, le déclic, c'est quand les enfants ont pris conscience de l'existence des sons au niveau du langage oral, donc ils ont développé quelque part cette fameuse conscience phonémique et qui sont capables, quand on prononce un mot, de dire dans ce mot, si je prononce le mot arbre, ah ben dans arbre, j'entends ar. Voilà. Quand l'enfant est capable d'identifier les sons qui constituent le mot qu'on prononce, ça veut dire qu'il a développé la conscience phonémique. Quand les enfants ont acquis cette aptitude, je dirais que je n'ai pratiquement jamais vu d'exception. Quand les enfants sont capables de faire ça, ils ont compris ce qu'il fallait faire pour déchiffrer et ils sont capables de déchiffrer leur premier mot. Et c'est ce moment-là qui est magique parce que c'est ce moment-là qu'on appelle le déclic, c'est-à-dire que l'enfant a compris le principe alphabétique et qu'il est capable de lire ses premiers mots. Alors, l'apprentissage de la lecture se fait à l'école, avec les enseignants. Vous avez développé une gamme d'outils pour aussi pouvoir faire les alphas à la maison. Donc, je pense bien qu'on ne fait pas la même chose à la maison qu'à l'école. Pour les parents qui nous suivent aujourd'hui, comment s'y prendre s'ils veulent débuter avec les alphas? Qu'est-ce qu'ils doivent faire? Alors, il y a quelque chose de très simple qui reste tout à fait dans le rôle des parents, et je dirais je crois qu'Oran présentera, c'est l'histoire de base. C'est un conte, donc le parent va raconter, ou simplement les enfants peuvent écouter de manière complètement autonome le conte, et le conte va leur permettre de découvrir ces petits personnages. Les enfants vont pouvoir l'écouter aussi souvent qu'ils en ont envie. Je dirais que le seul conseil que je donne, le parent peut, s'il le souhaite, lire l'histoire à l'enfant ou la raconter, ou alors, s'il peut aussi laisser son enfant l'écouter, ou l'écouter peut-être une fois avec lui, mais sans intervenir. Laisser les enfants vraiment entrer dans ce monde, les laisser s'approprier ce monde, s'approprier ces personnages. Ne pas chercher à pousser, ne pas chercher sans laisser faire les choses naturellement. Exactement. Alors, le conseil le plus important que je donnerais, c'est par contre de ne pas parler de lettres et de bien respecter le fait que ce sont des personnages, sinon vous risquez de perturber la magie et l'enfant, ça fonctionnera moins bien avec vos enfants. C'est difficile pour nous adultes très difficile de perdre cette habitude de parler de lettres et de penser personnage. C'est très compliqué. Mais c'est obligatoire. C'est obligatoire. Bon. Je dirais que moi, je le fais, avant que les alphas existent, c'était pas toujours simple. J'étais toujours en recherche d'outils et c'est bien parce que je n'avais pas trouvé d'outils concrets, que j'ai imaginé ça et que l'outil, on l'a construit au départ aussi en fonction du besoin que les enfants que je prenais en charge avaient. Au début, pour moi, j'étais comme
vous, hein, c'était des lettres, hein, c'était un F. Et très vite, comme j'avais peur un petit peu des répercussions, et je vais vous faire une confidence, c'est que mon fils, à l'époque où on a mis en place les alphas, avait 5 ans et demi, donc à l'âge où on commence à apprendre à lire. Et bien sûr, ça a été méconnu. Et évidemment que personne, et les enseignantes de mon fils ne connaissaient absolument pas les alphas, puisque ça n'était absolument pas connu. Et bien sûr que j'avais un petit peu de souci qu'on se moque de mon fils si on parlait effectivement des personnages. Donc, voilà. Donc, au début, j'avais un peu cette tendance et les résultats étaient moins bons. Et petit à petit, j'ai compris que ce n'était pas grave de parler des personnages et que nous, il fallait toujours qu'on en parle et que les enfants, quelque part, quand ils en ont plus besoin, c'est comme pour les petits vélos, quand ils sont capables de rouler sur un vélo, ils demandent qu'on enlève les petits trous qui sont derrière. Les enfants savent très bien quand ils en ont plus besoin. Bien. Voilà. Ok. Alors, je ne sais pas si Aurane, tu es toujours avec nous. Est-ce Oui, que nous te laissons la main pour présenter peut-être les premiers outils pour entrer dans la méthode avec le fameux coffret de l'étape numéro 1. de mon côté, je vais vous présenter mon premier coffret des alphas. Pour les parents qui débutent et qui connaissent peut-être déjà les alphas, vous avez possiblement le coffret des alphas bleu métal à la maison. Ici, mon premier coffret des alphas, on est sur la nouvelle édition de ce coffret. Donc, on a enrichi ce coffret de manière pédagogique, aussi graphique, hein, vous le voyez, puisque ce coffret est effectivement très différent à ce niveau-là. Mais c'est vraiment un kit complet pour démarrer à la maison. Vous avez à l'intérieur le livre « La planète des alphas », qui est un vrai conte et qui est surtout le point d'entrée de la méthode. Vous avez une très belle histoire à raconter aux enfants, à travers laquelle Olybrius, un petit garçon qui s'ennuie, qui ne sait pas lire, va rencontrer Cosmopollux, un bon génie qui va lui faire rencontrer les alphas au fil de l'histoire et que les enfants vont aussi découvrir au fil des pages. Ce garçon va découvrir les alphas progressivement sur une nouvelle planète et il va identifier en fait les sons que représente chaque alpha à travers cette histoire, donc ce dont Claude Huguenin vous a aussi parlé. Voilà, l'importance de la narration pour rentrer dans notre méthode de lecture, être à même de bien connaître les alphas, de bien différencier les sons représentés par chacun, en parlant bien de personnages comme on le fait dans le conte, à travers voilà, une belle histoire. Volontairement, il n'y a pas de texte dans ce livre puisque les enfants ne savent pas encore lire. Vous avez, vous, en tant que parent, un petit guide pédagogique à l'intérieur qui vous donne le texte. Voilà. Mais en premier lieu, on vous conseille, puisque ce livre est un vrai livre audio, vous avez un CD à l'intérieur. On vous conseille en premier lieu de donner le livre à votre enfant, de feuilleter les pages avec lui et de passer le CD audio en même temps pour vraiment entendre l'intonation des personnages, avoir en fond toute l'histoire. Et après, une fois que vous serez un petit peu plus à l'aise, vous aussi en tant que parent, que vous connaîtrez autant les alphas que vos enfants, vous pourrez aussi passer à la lecture avec le texte également. Voilà, donc la planète des alphas, c'est vraiment le livre point d'entrée pour entrer dans la méthode, découvrir les personnages et bien montrer aux enfants quels sont les sons représentés par les alphas. Vous avez également dans ce coffret les figurines qu'a montré Claude tout à l'heure, donc au nombre de 28, puisqu'il y a effectivement les 26 lettres de l'alphabet, plus certains alphas tels que le chat, notamment pour le son che, ou Madame E pour le son E, voilà, qui vraiment représente l'ensemble des alphas. Je vous en montre quelques-uns. Donc, vous avez dans ce coffret l'ensemble des 28 figurines qui sont vraiment manipulables par les enfants. Après la découverte du conte La planète des alphas, c'est vraiment important pour les enfants de manipuler. Ça va vraiment leur permettre de bien connaître les personnages, de bien aussi différencier chacun par rapport au son, à leur forme. Donc, vraiment quelque chose de très important, la manipulation aussi, très important pour l'apprentissage. Vous avez également dans ce coffret mon cahier d'activité Déclic Lecture. Voilà, je ne m'attarde pas trop dessus parce que je vais vous en reparler un tout petit peu plus tard. Et également, vous avez un joli poster des alphas accroché. Donc, on est vraiment ici sur un coffret qui donne vraiment tous les outils indispensables pour commencer à la maison en suivant bien les conseils de Claude Huguenin pour vraiment utiliser les alphas à bon escient.
Merci Oran pour cette présentation de ce coffret. Alors, Claude, vous nous avez expliqué comment débuter, donc, et Oran nous a présenté le livre. D'abord l'importance de l'histoire. On a vu aussi qu'il y avait ces personnages, ces 28 personnages. On a vu en quoi elles étaient importantes pour développer la conscience polémique. Maintenant, au niveau de leur utilisation à la maison, alors moi j'aurais deux questions. Est-ce que vous pouvez nous donner un exemple d'activité ou de petits jeux qu'on peut faire à la maison avec ces personnages? Et dans un second temps, il y a 28 personnages, or on a 26 lettres dans l'alphabet. Il y a donc deux personnages complémentaires. Le chat, bon, là je peux comprendre, puisque c'est bien, j'entends bien ce son. Et il y a cette fameuse Madame E, très savante. Et donc, beaucoup de parents se posent la question de savoir que faire avec Madame E, comment travailler ce son E, le son E. Je reviens peut-être au préalable sur peut-être un conseil que je n'ai pas directement donné. Comme vous pourrez le constater lors de l'écoute du CD audio avec votre enfant, les comédiens vont légèrement prolonger la consonne initiale du nom du personnage qui représente des consonnes longues. Par exemple, il va dire une fusée, il va prononcer un robinet. C'est voulu parce que ça permet de sensibiliser quelque part les enfants à la prise de conscience de l'existence des sons au niveau du langage oral. Essayez de prolonger légèrement le son de la consonne initiale du nom du personnage en disant une fusée, un robinet. Ça peut aider, ça peut sensibiliser. Peut-être aussi attirer l'attention sur une chose qui frappe souvent les personnes quand elles vont tourner les pages du conte, c'est qu'elles vont constater quelque part que tous les personnages donc, toutes les lettres qui sont représentées par des personnages n'apparaissent pas forcément beaucoup dans l'histoire. Il faut savoir que pour comprendre le principe alphabétique, on n'a pas besoin d'avoir toutes les lettres de l'alphabet. Si on a les voyelles, on peut prolonger. Le O, vous pouvez le prolonger, c'est un son, vous pouvez faire O. Si vous prenez, par exemple, comme je l'ai dit, les consonnes longues, celles qu'on peut prolonger aussi, vont au départ être plus faciles pour les enfants pour les aider à prendre conscience de l'existence de ces sons au niveau du langage oral. On peut peut-être préciser aussi pour les personnes qui ne connaissent pas encore les outils du coffret, ne vous inquiétez pas, la description des consonnes longues et des consonnes courtes figure dans le livret pédagogique que vous a présenté Oran, que contient le coffret. Voilà. Donc vous les retrouverez, il suffit juste de les sélectionner. Voilà, disons, l'objectif quelque part du conte n'est pas d'apprendre l'alphabet, mais de faire comprendre aux enfants le principe alphabétique. Maintenant, pour revenir, alors pourquoi d'abord il y en a 28? C'était votre question. Oui. Alors d'abord, comme vous l'avez compris, j'ai fait une petite exception. Le chat, le phonème ch ou le son ch est représenté en français par la combinaison du C et du H. Et effectivement, on a fait une exception pour en faire un personnage. Pourquoi? Parce que c'est un son qui est très fréquent en français et qu'en plus, il y a beaucoup de mots simples, par exemple vache, cheval, que les enfants vont être capables de lire dès qu'ils ont le déclic et que ça permettait de proposer aux enfants, parce que des mots qui sont composés uniquement de voyelles et de consonnes longues, en français, il n'y en a pas beaucoup. Donc, parce que souvent, on a les consonnes courtes qui posent une autre problématique, mais ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Mais par rapport à ça, donc, le CH, effectivement, représente le son ch, ce qui permettra par la suite de différencier le CH qui vont représenter que dans le mot Chloé, dans le mot chrysanthème. C'est-à-dire que dans ce cas-là, ce sera le C qui est pour nous représenté par un cornichon et la hutte qui est un personnage alpha qui
à mauvaise haleine, donc qui ne dit jamais rien, et ça permettra aux enfants effectivement de comprendre que la plupart du temps, le CH représente le son ch, et que parfois, mais c'est dans des mots beaucoup plus compliqués, eh ben, ce ne sera pas le chat, mais ce sera le cornichon et la hutte. Donc ça permet même de présenter des difficultés. Maintenant, par rapport à votre question qui était le E et le I. Pourquoi Madame E? Alors, il faut déjà savoir une chose, c'est que c'est la même personne. Comme elle est présentée dans l'histoire, Madame E est une personne très savante, qui sait plein de choses. Quand elle veut dire oui, elle fait et elle a une auréole qui apparaît. Parfois, elle n'est pas très sûre, puis elle hésite, donc elle fait E, puis l'auréole disparaît. Parfois, elle reste muette. Il faut savoir que la lettre E en français est la lettre la plus difficile, et puisque le E, sans rien, peut représenter le son E dans le mot je, le son est d'envers, et dans les verbes en R, comme caché, ou peut être une lettre muette. Alors, vu la complexité de cette lettre, qui est la plus difficile en français, j'ai proposé au départ, justement, de sensibiliser les enfants au fait que Madame E, qui est toujours la même personne, peut parfois avoir une auréole. Et dans ce cas-là, elle chante E, donc elle a une prononciation régulière. Et parfois, elle perd son auréole. Dans ce cas-là, elle peut faire E ou rester muette, sachant que on peut expliquer aux enfants que c'est une personne capricieuse et par la suite, ils découvriront que les alphas ont des secrets et on l'explique l'étape suivante qui est effectivement l'étape de la transformation des alphas. L'altérité. Alors oui, alors qu'est-ce que vous pouvez faire? Comme je l'ai dit, l'objectif déjà pour les enfants, ce sera qu'ils aient mémorisé le nom des personnages et plus particulièrement de ceux qui ont un rôle dans l'histoire et qui soient capables de reconnaître un personnage d'après ses caractéristiques et de le nommer. Donc, une petite activité très simple avec les personnages dont les enfants disposent s'ils ont le coffret, c'est à ce moment-là de leur faire deviner votre personnage préféré. Je vais le faire avec Caroline. On va imaginer Caroline a 6 ans. Et voilà, nous avons fait les alphas et je vais lui faire deviner un ou deux de nos alphas préférés. Un de mes personnages préférés est celui qui siffle et qui mord les bêtas. Le serpent? Bravo. Encore un autre. Un de mes personnages préférés est celui qui adore faire des blagues et qui porte sa canne à l'envers. Oh, celui-là, je le connais bien. Monsieur A. Bravo. Voilà. Quand on fait cet exercice-là, donc vous posez une devinette à l'enfant, on présente une série de personnages qu'il va reconnaître. Hein. Ce n'est pas une devinette à l'aveugle où l'enfant il les a bien sous les yeux Oui. Et il va chercher le personnage dont vous lui donnez la caractéristique. D'accord, ok, très bien. Peut-être un petit conseil. Évidemment, il faut qu'il connaisse bien l'histoire. Il faut peut-être, avant de proposer cette activité, que l'enfant ait pu manipuler de manière spontanée les personnages, qu'il ait pu les toucher. Alors, le fait aussi de toucher les personnages va permettre aux enfants de se créer une image mentale, donc de se l'approprier par tous les sens. Et ça, on sait que c'est une aptitude qui est très importante dans le développement de l'enfant. Et plus particulièrement au moment de l'apprentissage de la lecture. Bien, merci beaucoup pour cet exemple d'activité. On va repasser la parole à Oran, puisque dans le coffret, le premier coffret, il y a également un cahier d'activité. Ça, c'est une grande nouveauté. Oran vous l'a expliqué tout à l'heure. À toi, Oran, pour nous présenter plus en détail ce nouveau cahier. Merci Caroline. Donc effectivement, mon cahier d'activité Déclic Lecture, un nouveau cahier qui est sorti récemment et qui est la vraie nouveauté aussi de ce nouveau coffret, mon premier coffret des alphas, puisque ce cahier est présent à l'intérieur. C'est une vraie nouveauté puisqu'il était très important, en plus du conte, de la manipulation des figurines, d'avoir aussi un support papier pour que les enfants puissent s'entraîner. Donc, je vous montre un peu le contenu, voilà, différentes activités autour des alphas. L'objectif, c'est vraiment de bien travailler sur l'identification des sons, de connaître encore mieux les alphas grâce à plusieurs activités.
Je vais vous montrer voilà, deux activités un petit peu emblématiques, notamment l'activité 22. Voilà, un exemple d'activité où on travaille la conscience phonémique. Donc voilà, voir si l'enfant est bien capable de reconnaître les sons, d'assimiler vraiment voilà, les sons d'attaque notamment. Vous avez par exemple ici une activité où l'enfant va devoir, selon les sons qu'il entend, vraiment le son du début du mot, retrouver l'alpha qui lui correspond. Ici, par exemple, vous avez le foot. Donc, l'enfant va devoir placer l'alpha de la fusée. Si natation, l'enfant va devoir placer l'alpha du nez. Donc, on est vraiment sur des activités qui permettent aux enfants de bien travailler les sons que représentent les alphas. Et je vais vous montrer voilà, un deuxième exemple d'activité qu'on peut trouver aussi dedans. Activité de motricité fine, voilà, pour aussi faire travailler les enfants qui commencent sur de la motricité. L'important est vraiment de bien arriver à tracer, à utiliser un crayon. Donc, on a aussi quelques activités comme ça qui s'apparentent plus à du graphisme pour aussi aider les enfants à bien entrer dans tout ce processus qui est l'écriture, qui viendra aussi plus tard. Mais l'important de bien tenir son crayon dès le départ pour vraiment entrer dans l'apprentissage. Merci beaucoup Aurèle pour cette présentation. Donc en fait, ce cahier d'activité est quand même assez complet puisqu'il travaille deux compétences. Bien sûr, tout ce qui est développement de la conscience phonémique et puis avec donc les activités de collage de gommettes comme tu nous l'as montré et également des activités de motricité fine. À la maison, combien de temps vous conseillez aux parents de consacrer à la lecture, aux alphas voilà. Alors, la première chose que je dirais, c'est qu'il faut le faire à la demande de l'enfant, que ça ne devienne pas une corvée. Ça, c'est déjà essentiel. Et après, dans tous les cas, il faut tenir compte que les enfants qui sont en âge d'apprendre à lire sont de jeunes enfants qui ont 5 et 6 ans et que par rapport à ça, leur capacité de concentration est limitée et que moi, je conseille de jamais faire des moments trop longs. À la demande de l'enfant et maximum un quart d'heure, c'est déjà bien un quart d'heure. D'accord, bien. Voilà. Ça, c'est très important. Donc, respecter le rythme Oui. et l'envie de l'enfant et stimuler son intérêt, en fait, à respecter. C'est très ça. bien. Peut-être une dernière petite chose que je voulais dire. Donc, voilà, puisque la nouveauté par rapport au coffret, c'est entre autres cet ajout quelque part de cahier. Oui. Alors, c'est vrai qu'il a aussi été fait pour une chose, c'est que les parents, l'adulte qui va accompagner l'enfant est souvent frustré avec les alphas dans cette période préalable qui consiste à ce que l'enfant soit vraiment totalement dans ce monde pour découvrir les personnages et que l'adulte n'est pas indispensable et que c'est frustrant pour l'adulte. Alors, contrairement donc à l'histoire, ben, le fait d'avoir un cahier permet à l'adulte d'avoir sa pleine, il peut vraiment avoir sa place et là, ce sera très utile que l'adulte puisse accompagner l'enfant et pouvoir l'aider puisque l'objectif, on a vu, vous avez vu un peu le cahier, un des objectifs, c'est la consolidation de la conscience phonémique avec effectivement du graphisme et d'autres activités indispensables au moment de l'apprentissage de la lecture. Voilà. Merci beaucoup. Là, c'est vraiment le début, la première étape. Une fois que ça c'est en place, la suite, donc la conscience phonémique est en place, la motricité fine est pratiquée. L'étape numéro 2. Alors, c'est la transformation des alphas. Même si alors, la transformation des alphas, c'est-à-dire que les livres ne sont pas écrits avec des alphas, tôt ou tard, les enfants devront découvrir que les alphas ont pris un autre aspect. Pour nous, ils ont pris l'aspect des lettres, et les enfants devront évidemment associer les lettres aux personnages, ce qui est la transformation des alphas. Et par rapport à ça, il y a le coffret quelque part qu'on a mis au point cette année et qui permettra de pouvoir toujours de manière complètement ludique et totalement adapté au cadre familial avec des activités qui ne sont pas scolaires, mais continuer, je dirais, à accompagner ce qui est fait à l'école à la maison
avec des activités très ludiques où l'enfant pourra poursuivre son apprentissage quand il sera entré dans la lecture avec la transformation des alphas et le coffret qui vient juste après. D'accord, merci beaucoup. Oran, je ne sais pas si tu as peut-être le coffret numéro 2, l'étape suivante, à disposition. Ben voilà, mais Oran, c'est la petite fée de Récré à lire, elle a toujours tout ce qu'il faut sous la main. Elle va vous présenter rapidement le contenu de ce coffret numéro 2. Donc, tout à l'heure, je vous ai présenté mon premier coffret des alphas, qui est l'outil qui contient vraiment tous les éléments essentiels pour débuter avec la méthode de lecture. L'étape d'après, c'est vraiment bien s'assurer que les enfants arrivent à identifier des sons, savent composer, décomposer des mots avec les alphas. Ensuite, vous pourrez passer à l'étape de la transformation des alphas, dont Claude a un petit peu parlé. Avec cet outil, mon coffret des alphas transformés, c'est vraiment, entre guillemets, le coffret numéro 2. C'est-à-dire que de la même manière qu'avec le premier coffret, vous allez rentrer ici par la narration. On a 2 histoires dans ce livre, la transformation des alphas, avec une version audio aussi disponible à l'intérieur. Dans cet ouvrage, à travers 2 histoires, les alphas vont prendre une nouvelle apparence, celle des lettres, en devenant des alphas transformés. Donc, les enfants vont découvrir que les alphas peuvent se transformer, ne pas avoir l'apparence qu'ils connaissent sous forme d'alpha seul. Donc, ça va être un moyen de vraiment leur donner une explication logique, de découvrir les différents types d'écriture. Donc ici, voilà, c'est le point d'entrée pour cette deuxième étape, la transformation des alphas. Vous avez également un jeu de cartes avec plusieurs cartes dont les doses sont de couleurs différentes. Le principe, c'est qu'avec ce jeu de cartes, vous allez pouvoir expliquer et bien vérifier si l'enfant arrive à faire le lien entre les alphas et les différents types d'écriture. Donc, dans ce petit jeu de cartes qui est contenu dans le coffret, vous avez des cartes avec les alphas, les lettres minuscules script et la majuscule script. Donc, l'idée, c'est de commencer progressivement avec les alphas qui représentent les voyelles, notamment, de bien associer la lettre minuscule script qui lui correspond, plus tard, avec d'autres exercices, d'ajouter la majuscule et vraiment, en fait, de commencer d'abord par les voyelles, après voilà, ne pas commencer par tous les alphas en même temps. C'est vraiment important que l'enfant ne mélange pas tout, de vraiment respecter cette progression, de ne pas non plus commencer avec les 2 types d'écriture qui sont là en même temps pour vraiment que l'enfant découvre les alphas progressivement avec leur correspondance. Dans ce coffret, également un cahier d'activité et ici pour découvrir les lettres, effectivement, puisqu'on retrouve les différents types d'écriture. Les alphas se transforment dans ce cahier. Donc, l'idée, c'est que l'enfant arrive bien à les reconnaître sous cette nouvelle forme. Vous avez également un poster avec les alphas transformés pour bien montrer aux enfants les correspondances. Et de nouveau, un guide pédagogique complet pour vraiment vous aider, vous, en tant que parent, à accompagner vos enfants dans cette deuxième étape qui va être à grands pas pour ensuite vraiment lire ses premiers textes composés de lettres. Comment expliquer si un enfant connaît déjà les lettres, vu qu'il a vu la majuscule en moyenne section, comment lui expliquer que voilà, on ne parle plus de lettres ou de majuscules et qu'on vient aux alphas? Alors, déjà, il ne faut pas parler, comme je l'ai dit, le mot lettre doit être banni de votre langage. Donc ça, c'est vraiment la chose la plus difficile. C'est que vous ne devez pratiquement plus parler. Le mot lettre doit être mis à la poubelle le temps de l'apprentissage. Et quelque part, quand vous allez en fait, faire le compte, nous n'allons plus parler de la forme, ce sont des personnages, ils ont cette forme-là. Et ce que vous pourrez expliquer à votre enfant ou aux enfants, c'est que ces alphas, un jour, devront se transformer. C'est la suite que Oran vient de vous présenter, c'est qu'ils se transformeront, ils prendront d'autres aspects pour que Furiosa ne les reconnaisse pas. Mais c'est toujours le même personnage. Et nous, on doit toujours parler du personnage. Et quelque part, même si l'enfant connaissait, d'abord, s'il connaît l'écriture majuscule, c'est qu'il connaît les lettres. Alors déjà, je vais peut-être le prendre différemment. La question qui revient souvent, qu'est-ce que je raconte à un enfant qui va me dire « Ah, mais c'est un A. Ah oui, mais c'est le S. Qu'est-ce que je fais ?» Alors là, il faut expliquer. Vous ne pouvez pas leur dire « Non, non, c'est tout faux. » Il faut expliquer à votre enfant que ceux qui n'ont pas la chance de connaître les alphas appellent ça un S ou appellent ça, je ne sais pas où est le R. On va prendre le V. Voilà, appelle ça un V, mais
que ceux qui connaissent les alphas, c'est le vent, c'est le serpent, c'est la fusée. Et effectivement, dire que les alphas, que les enfants adorent, ils vont être tristes si on les appelle S ou R ou V. Donc, bien reprendre, c'est là que vous allez justement prendre conscience de l'importance de parler des personnages. Et les enfants, si vous parlez toujours du nom d'un personnage, quand vous en parlez, vous dites bien Monsieur O, vous dites bien le serpent, petit à petit, les enfants vont entrer dans le jeu. Et l'étape suivante qui consistera à expliquer que les alphas, dès que les enfants vont développer la conscience phonèmique, il ne faut pas le faire trop vite, quand ils auront développé, qu'ils seront pratiquement ou qu'ils auront le déclic et que là, ils vont rapidement entrer dans la lecture, là, il faudra toujours parler de personnages, mais que ces personnages se sont transformés comme l'explique l'histoire de la transformation des alphas, et qu'ils ont pris un autre aspect, mais ce sont toujours les mêmes personnages. Et du coup, ça devient un faux problème. Si on est bien dans l'esprit des alphas, ce n'est plus un problème. Merci Claude. On reste toujours quand même dans le cadre des alphas à la maison. Les alphas à l'école, les enseignants ont une formation et ont un support pour pouvoir justement expliquer et mettre en place la progression des alphas. Nous, à la maison, le conseil que je peux vous donner, c'est quand même de rester dans le ludique, de jouer et de pratiquer les conseils qu'a donné Claude aujourd'hui, à savoir, rester dans l'histoire, le jeu et puis la manipulation des petits personnages. Voilà. Est-ce que j'ai bien résumé, Claude? Oui, oui. Et puis, il y aura peut-être d'autres occasions où on pourra parler ou revenir sur certaines choses, mais voilà, pour aujourd'hui, j'espère qu'on a pu, avec Caroline et Orhan, qu'on a pu répondre, disons, aux questions que les adultes, les parents, ceux qui accompagnent les enfants pouvaient se poser. En tout cas, je remercie Orhan et Caroline et tous ceux avec lesquels on a eu le plaisir de partager ce moment aujourd'hui. Écoutez, merci beaucoup à Claude pour cet entretien, à Caroline d'avoir mené également. On espère que tout ceci vous a permis de bien comprendre la méthode, d'avoir vraiment de précieux conseils pour débuter à la maison. Si vous avez d'autres questions auxquelles on n'aurait peut-être pas répondu, n'hésitez pas à nous contacter via les réseaux sociaux. On se fera un plaisir d'y répondre et de vous accompagner. Merci beaucoup et à bientôt.